Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, le changement climatique, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 43 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi. Chers auditeurs du magazine Top Vert, bonjour. Bonjour également à vous, chers téléspectateurs qui nous suivez sur YouTube Top Congo. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux à suivre cette émission, à être présents pour répondre à votre rendez-vous hebdomadaire sur l'environnement. Eh bien, aujourd'hui, nous parlons d'un nouveau sujet, de cette question qui concerne l'importance des études environnementales. Nous avons souvent l'habitude d'écouter ou d'entendre les sociétés civiles, les communautés parler notamment des études d'impact environnemental et social. C'est une question qui rentre dans cette thématique, dans cette grande thématique que nous allons développer. Nous allons comprendre pourquoi on en parle, quelle importance, de quoi il s'agit d'abord. Eh bien, pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir ici, à Top Congo FM, Monsieur Alain Nzamba Moussanji. Monsieur Alain Nzamba, bonjour. Bonjour, madame. Alors, Monsieur Alain Nzamba est le directeur gérant ou général manager de l'EVER RDC. Eh bien, je pense qu'il pourra nous expliquer c'est quoi d'abord l'EVER avant d'entrer dans le bain de notre sujet aujourd'hui. Merci beaucoup d'abord de votre invitation. Pour répondre à votre question, l'EVER est un bureau d'études spécialisé dans les questions environnementales, mais nous sommes également un bureau d'études techniques, c'est-à-dire nous élaborons les études de faisabilité, les études de préfaisabilité, les études topographiques, les études environnementales. Et dans les études environnementales, il y a encore beaucoup d'autres études à l'intérieur parce qu'en fait, l'environnement ayant une approche interdisciplinaire, multisectorielle, mais également globale, et dans sa transversalité plutôt, il a plusieurs études que nous pouvons citer notamment parmi les outils, l'étude d'impact environnemental et social qui est le mieux connu. Nous avons également le plan d'action et des réinstallations qu'on appelle PAR. Nous élaborons également les audits environnementaux. Nous faisons également les plans des mises en conformité environnementale et sociale. Et nous élaborons les plans d'ajustement environnemental. Donc il y en a plusieurs. Bref, tout ce qui est études environnementales et techniques, c'est notre travail de tous les jours. Ok, c'est votre travail. Et vous existez depuis combien de temps? Légalement, nous sommes créés depuis 2009. Donc à ces jours, nous avons déjà 15 ans d'expérience et dans notre actif, nous avons à peu près de 213 études techniques et environnementales déjà élaborées. Près des 213. Près des 213, mais je crois qu'on est même au-delà de ça parce que les 213, ce sont les études valablement enregistrées et validées par les différentes autorités, notamment celle du ministère de l'Environnement et du Développement durable, mais également d'autres structures comme un ministère des Infrastructures et Travaux publics. Ok, c'est plutôt étonnant parce que vous parlez de 213. Pourquoi ça m'étonne? Parce que nous savons que dans notre pays, les secteurs de l'environnement, dans son ensemble, il y a quelques années, était assez méconnu. Et donc, l'attractivité en souffrait aussi. Maintenant qu'on en parle de plus en plus, c'est vrai que les gens comprennent un peu de quoi il s'agit, mais il y a encore un grand travail à faire. Est-ce que ça a été facile pour vous ou est-ce que c'est facile d'évoluer dans cet environnement-là? Génériquement, pour dire vrai, c'est pas facile parce qu'en fait, la notion environnementale est en train, particulièrement pour les études, c'est des notions qui sont en train d'arriver et ça prend beaucoup trop de temps pour expliquer non seulement les partenaires et même la population en général. Et nous avons eu beaucoup de temps perdu, qui fait qu'aujourd'hui, l'environnement souffre de l'injustice des activités anthropiques humaines.
Et je dirais un peu du genre, excusez-moi le terme, en fait, cette impolitesse des activités des hommes crée à ce que notre environnement soit fragile. Et la fragilité est due tout simplement par rapport aux différentes activités que nous sommes en train de faire tous les jours, notamment le manque de culture environnementale qui fait que la ville soit sale et tout ce qui entoure. Avec toutes Et les donc, conséquences. c'est une difficulté énorme. Donc, d'un côté, il y a cette éducation qu'il faut donner à la population, mais également, pour nous qui élaborons les études d'impact environnemental, notre domaine de travail qui est les installations classées, c'est-à-dire les différentes entreprises et différents projets. Ok, ce qui nous amène justement à aborder vivement notre sujet. Eh bien, dites-nous, qu'est-ce qu'on doit comprendre au travers de cette thématique ou de cette question des études environnementales? Il s'agit de quoi exactement? En fait, les études environnementales, c'est un processus. C'est un processus systématique d'identification, d'évaluation, d'analyse de différents impacts négatifs comme positifs qui peuvent découler d'un projet. Ok. Et Et là, le projet est pris dans son ensemble. Il s'agit des projets dans des domaines variés ou bien des domaines spécifiques qui sont liés nécessairement à l'environnement? Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Tous les Dans domaines de la tous vie. les domaines de la où vie. vous avez des entreprises ou des gens qui viennent investir. Dont notamment vous aussi, vous faites partie. Ok. Parce que la radiodiffusion émet beaucoup de rayonnements qui ont un effet négatif sur la santé humaine qui doivent être normalement évalués. Et c'est en cela que nous existons pour faire ces différents travaux. Ok. Alors, ce que je voulais dire, c'est que les études d'impact environnemental sont assujetties à une loi. En République démocratique du Congo, la loi mère qui nous régit, c'est en dehors de la Constitution, notamment en ses articles 35 et tout ça, la loi 11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement stipule dans 6 articles 21 que tout projet de développement d'infrastructures minières, pétrolières, de télécommunications ou autres susceptibles d'avoir un impact ou une incidence sur l'environnement est assujetti à la présentation d'une étude d'impact environnemental et social, assortie de son plan de gestion environnementale et sociale, dûment approuvé par les instances techniques, notamment ici je vois l'Agence congolaise de l'environnement. Et une fois que cette étude est validée par l'ACE, et le projet est sanctionné par un certificat environnemental que l'État congolais donne à cet effet. Ça, c'est la loi qui le dit. Ça, c'est ce Et que dans loi la dit. faisabilité, qu'est-ce qui s'ensuit finalement pour une entreprise justement qui veut commencer ses opérations? Voilà. Maintenant, la personne qui veut commencer une quelconque activité commence d'abord par élaborer une étude d'impact environnemental. Comme je viens de le dire tout à l'heure, une étude d'impact environnemental, c'est un processus systématique. Pour parler encore un peu plus clairement, c'est un tableau de bord qui vous donne une orientation pour pouvoir faire votre projet en respectant les prescrits ou les incidences sur l'environnement. Ok. Et ça, c'est ce qui est plus probant dans un premier temps. Là, C'est-à-dire, c'est vous-même, c'est la personne qui, ou bien... non, la loi vous exige ça. La loi vous exige. Ok. Et c'est vous-même qui établissez ces tableaux de bord. Non, les tableaux de bord, on nous donne ce qu'on appelle un terme de référence. Ok. Et les termes de référence, nous l'achetons auprès du ministère de l'Environnement par les trichements de l'Agence congolaise de l'environnement. Et ces termes de référence vous donnent, en fait, c'est une sorte de cahier des charges. Ils vous donnent les prescrits qu'il doit contenir dans une étude, dans un rapport donné. Et donc, vous, une fois que vous avez ces termes de référence, vous allez maintenant élaborer votre étude conformément au terme de référence qui a été édicté par l'État congolais. Parce qu'au finish, c'est lui qui valide le travail. Ok. Il Donc, va les c'est lui lire qui pour va voir. contrôler pour Voilà. savoir si réellement Si ce que vous avez dit. Votre travail ou votre étude est conforme par rapport à ce qui a été demandé pour qu'à la fin, cela soit sanctionné par un certificat environnemental. Et à ou quel soit niveau par un vous avis. intervenez? Déjà au début. Je prends une installation classée. Je parle un peu plus clairement. Je prends un exemple de Top Congo. Top Congo veut élaborer
une étude d'impact environnemental, il commence par contacter un bureau d'études agréé que nous sommes. Il contacte le vert. Le vert vient, il lui dit, avant qu'on commence, nous devons d'abord solliciter un terme de référence auprès des institutions étatiques, notamment le ministère de l'Environnement. Et une fois que nous l'achetons, ces termes de référence, nous pouvons maintenant commencer le travail. Alors, les termes de référence que nous achetons va maintenant cadrer par rapport à l'optique télécom. Et donc, les contenus de ces termes de référence doivent se référer par rapport aux activités d'une radio. Et nous allons prendre ces termes de référence et nous allons maintenant commencer à élaborer l'étude. Maintenant, Top Congo va payer les honoraires du cabinet qui élabore le travail, parce qu'au finish, une fois que le travail est élaboré, nous le remettons au ministère de l'Environnement qui va les lire pour vérifier si les prescrits du terme de référence sont contenus dans l'étude. Et lorsque nous avons fini, les clients, vous qui êtes les demandeurs, vous payez le frais de validation au niveau du ministère et à la fin, le ministère vous donne un certificat environnemental. Voilà un peu sommairement le processus de l'évaluation environnementale ou de l'étude en République démocratique du Congo. Alors, moi, je suis curieuse de savoir, autour de ces 213 dossiers ou études que vous avez faites, pour le compte justement de vos clients, de plusieurs entreprises et plusieurs projets. La majorité se retrouve dans quelle catégorie? De quelle catégorie d'entreprise s'agit-il? En tout cas, nous avons... Est-ce que c'est suffisamment varié ou représentatif par rapport aux différents domaines, ou bien il y a ceux qui s'en sortent beaucoup mieux? En tout cas, c'est presque dans tous les domaines. C'est un peu varié. Ici, je vais très rapidement lister quelques domaines dans lesquels nous avons travaillé déjà. Nous avons déjà travaillé dans les secteurs miniers. Nous avons travaillé dans les secteurs du télécom, d'ailleurs où nous sommes en partenariat avec beaucoup d'autres maisons de télécom mobiles, pour ne pas faire leur publicité ici. Nous avons travaillé dans les secteurs industriels. Nous avons également travaillé dans les secteurs de l'énergie. Nous avons travaillé également dans les secteurs forestiers, mais également dans les secteurs des infrastructures routières et aussi... je dirais dans le domaine d'adduction d'eau potable, plus particulièrement dans la foration des eaux. Voilà. Et là, j'imagine que selon qu'il s'agit d'un domaine, vous avez les infrastructures d'un domaine à un autre, voilà. Ça dépend. Avec, par exemple, pour une société minière, ce ne sera pas les mêmes effets que vous allez rechercher. Ce sera des effets variés selon qu'il s'agit d'un domaine à un autre. Effectivement. Alors, qu'est-ce qui est le plus facile à mener? Parce que nous savons, dans notre pays, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont décriées, notamment avec, prenons le cas de l'exploitation minière. On sait que souvent, les zones où s'effectue l'exploitation, on décrit souvent des conséquences sur les communautés, des problèmes des peaux, des radiations, des histoires comme ça. Tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que les études n'ont pas été menées, elles n'ont pas été bien menées, ou elles ont été menées, mais on a ignoré les conséquences. C'est quoi exactement quand une entreprise s'établit quelque part et on remarque qu'il y a des impacts négatifs? Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Bon, je vais très rapidement éclairer. Les études en soi, d'abord, l'application des études, c'est en 2011. Vous voyez que nous sommes excessivement en retard. Presque la majorité des entreprises se sont installées depuis bien avant 2011. Ok, sans avoir probablement mené ces études. Il n'y avait pas des études techniques, il n'y avait pas des études environnementales. Les installations classées existent déjà depuis. Mais maintenant, les études ou l'outil le mieux connu, l'étude d'impact environnemental et social, est mené en amont, avant que le projet ne commence. Okay. C'est comme ça qu'on commence d'abord les études, l'étude d'impact environnemental, parce que il est au fait votre tableau de bord. Elle précède tout ce qui doit être fait. Tout ce que vous allez faire est contenu dans une étude d'impact environnemental. Comment vous allez gérer votre entreprise en respectant l'environnement. C'est ce que nous mettons dans le rapport. Il vous donne la direction, il vous donne l'orientation, il vous donne le tableau pour que dans votre activité, l'environnement soit respecté dans tous ces différents compartiments. Sol, eau, air.
Comment vous allez faire? Quels sont les matériels que vous allez utiliser? Comme vous l'avez dit, tel que vous êtes dans le domaine minier, ou vous êtes dans le domaine pétrolier, ou vous êtes dans n'importe quel autre domaine. Et donc, cette variabilité de domaine fait que les études se conforment d'un domaine à un autre. Alors, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme les entreprises se sont installées, vous venez de fêter 20 ans. Donc, vous avez existé bien avant que la loi ne vienne. Maintenant, l'État congolais demande à ce que vous puissiez faire non une étude d'impact environnemental, par contre, il vous demande de faire un plan de mise en conformité environnementale et sociale. Mais maintenant, dans le plan de mise en conformité environnementale et sociale, nous vous donnons des orientations où est contenu un plan de gestion environnementale et sociale. C'est-à-dire, dans votre activité, voici les indicateurs que vous devriez suivre pour pouvoir respecter l'environnement. En majorité, sur base de notre expérience, très souvent, vous faites des recommandations. Mais c'est très peu des entreprises qui suivent ces recommandations pour le mettre en pratique. Justement, le problème de l'applicabilité et puis du respect de ce qu'il y a eu comme conclusion. Voilà. Pour ne pas vous arracher la parole, ça me donne des idées par rapport notamment au coût. Est-ce que ces entreprises-là sont capables non seulement de supporter le coût en termes d'études, puisqu'on sait que par exemple, quand il s'agit, actuellement on va peut-être en parler, l'exploitation pétrolière, on sait que c'est un coût énorme. Quand il faut faire les études d'impact environnemental et social, c'est autant aussi beaucoup d'argent que comme si vous commenciez vraiment votre activité, parce qu'il faut mesurer tous les dangers et ne rien négliger. Est-ce qu'il y a pas aussi le fait que ça coûte, que ça décourage certaines entreprises? Les études d'impact environnemental coûtent très cher. Il y a des études d'impact environnemental qui coûtent des millions de dollars. 1, 2, 3 millions de dollars. Et ça dépend du type de projet. Quand vous venez faire une exploitation pétrolière, vous devez être conséquent. C'est des investissements énormes. Normalement, le coût des études d'impact environnemental, selon la loi congolaise, c'est le 3% du coût d'investissement. C'est énorme. Quand il s'agit des millions. Donc, quand vous venez, je prends un exemple. Prenons seulement l'exemple de votre chaîne de radio. Vous aimez bien Top Congo? Non, c'est pour que vous puissiez comprendre et permettre aussi aux autres de comprendre. Donc, c'est-à-dire, quand vous voulez investir dans n'importe quel domaine, les budgets que vous avez réservés pour votre projet, vous enlevez 3%, c'est ça les budgets pour les études d'impact environnemental. C'est énorme. Si vous avez un projet d'1 million, prenez 3%. Si vous avez 100 francs, prenez les 3% de 100 francs. Et ça ne dérange pas la suite de votre projet. Mais quand vous le faites déjà en amont de votre projet, vous devrez le mettre déjà en place. Ces budgets-là doivent exister. Parce qu'en RDC, avant d'avoir votre permis d'exploitation, la loi vous exige à ce que vous puissiez présenter d'abord une étude d'impact environnemental. Quand il n'y a pas cette étude-là, on ne vous donne pas l'autorisation de fonctionner. C'est la condition sine qua non avant de commencer. Et donc, si vous voulez travailler, vous commencez par là. Mais génériquement, parfois, bon, les gens qui viennent, ils vous disent pas la vérité. Ils vous disent que, bon, écoutez, moi, les fonds de démarrage de mon projet, si le projet était de 200 francs, il lui va vous dire que, bon, c'est de 50 francs. Alors, vous tablez sur les 3% de 50 francs. Et parfois, il s'y passe des négociations et bon, on trouve le juste milieu, mais l'objectif pour lui, c'est d'avoir l'étude pour pouvoir lui permettre de commencer son projet. Mais les études d'impact environnemental impliquent impérativement des fonds. Parce que les experts qui travaillent pour produire ces travaux-là, vous devrez les payer. Et nous-mêmes, je parle de l'EVER RDC, nous sommes un bureau d'études agréé. Et pour être agréé, nous payons énormément de frais. D'abord, par exemple, pour le ministère de l'Environnement seul, nous payons 5 000 $ pour être agréé comme cabinet, nonobstant les autres documents. Et pour le ministère de Mines, on vous demande de payer 7 500 $ pour être agréé comme bureau d'études. Et donc, c'est autant de fonds comme ça, d'abord pour que vous-même vous puissiez être constitué, et vous avez encore les autres impératifs à faire, les paiements des impôts. La somme. Donc voilà. Donc nous sommes d'abord, d'une part, une entreprise, et de l'autre part, nous sommes appelés à vendre maintenant nos services. Et ces services que nous vendons, c'est des services payants. Et donc les études d'impact environnemental appellent à des frais. Et en moyenne, ça prend combien de temps?
Génériquement, selon la loi, vous avez à peu près 60 jours pour élaborer une étude d'impact environnemental. Mais avec l'expérience, cela dépend d'un projet à un autre. Vous pouvez élaborer une étude d'impact environnemental à l'espace de 30 jours, à l'espace de 45 jours, et donc ça dépend du volume du projet. Voilà. Alors, pour parler, puisque notre sujet, je rappelle aux auditeurs et téléspectateurs que nous parlons de l'importance des études environnementales, et on se centre beaucoup plus sur cette question qui est souvent évoquée et soulevée, la question de l'impact, l'impact d'études d'impact environnemental et social. S'agissant de cette question, Monsieur Alain Samba, nous savons que dans notre pays, comme je le disais tantôt, cette question est beaucoup évoquée, notamment avec les communautés riveraines, qui sont, quand il s'agit peut-être d'une exploitation forestière ou de cette question d'exploitation pétrolière dans ces communautés-là, eh bien, vous dites qu'en amont, il faut d'abord faire cette étude impact environnemental et social. Comment vous vous y prenez avec votre cabinet? Vous descendez sur le terrain, vous descendez voir l'endroit. Quand il s'agit, par exemple, d'une exploitation pétrolière, on sait avoir les impacts peut-être que quand il y a forage, quand il y a ceci, comment vous vous y prenez exactement dans la pratique? Ok. Dans la pratique, comme vous l'avez si évoqué, donc ça dépend du type de projet. Lorsque nous voulons élaborer une étude, je prends les cas d'une centrale ou d'une micro-centrale hydroélectrique. Nous arrivons sur le site du projet. Lorsque nous arrivons, la première démarche que nous faisons d'abord, c'est de rencontrer les autorités politico-administratives pour pouvoir présenter nos civilités et leur dire qu'est-ce que nous sommes venus faire. Nous présentons notre ordre d'émission pour leur dire nous sommes venus faire une étude d'impact environnemental pour la construction du microcentrale. Je prends par exemple les cas du microcentrale des Yamé que nous venons de faire dans la province de la Chopo. Une fois que nous avons présenté nos civilités, maintenant nous descendons sur les sites de l'insertion du projet. Et une fois que nous sommes sur le site, nous allons d'abord commencer à consulter la population riveraine, cette couche sociale, parce qu'en réalité, l'étude, c'est une étude d'impact environnemental et social. Alors, qui dit social, il parle de l'environnement, des personnes qui sont tout autour du développement du projet. Alors, nous consultons ces personnes là-bas. Et d'ailleurs, dans l'étude, il y a tout un chapitre qui est réservé, que nous appelons consultation du public. Nous devons consulter ces populations pour leur demander s'ils sont d'accord de l'installation de ces projets dans leur milieu de vie. Nous leur présentons l'importance du projet. Messieurs, mesdames, chefs coutumiers, chefs du village, population, est-ce que vous êtes tout à fait d'accord de l'installation d'une microcentrale hydroélectrique dans votre village? Nous allons maintenant organiser ce qu'on appelle des focus group pour recueillir les différents avis et considérations des différentes couches de population. Notamment, s'il y a des étudiants ou des élèves, nous les consultons. Nous consultons les chefs du village, nous consultons la notabilité qui entoure les chefs, nous consultons les mamans en aparté, et nous leur demandons aussi, les cas échéants, s'il y a des violences basées sur les genres, les cas échéants. Vous allez vraiment jusque-là, vous faites tout ça? C'est vraiment en détail de toutes ces petites questions, et nous les associons pour que nous puissions avoir le maximum d'informations afin de permettre que le rapport qui sera présenté, l'étude qui sera présentée puisse prendre en considération tous les desiderata de la population. Alors, une fois que nous les avons consultés, s'ils donnent leur approbation, ils sont d'accord. Maintenant, nous allons leur demander quels sont les sites que vous considérez comme étant des sites sensibles pour vous. Et je prends les cas, par exemple, les cimetières, en majorité de cas, c'est des sites considérés des sites sensibles pour nous, les Africains. Et dans ces environnements là-bas, vous ne pouvez pas développer un projet de développement.
Parce que vous risquerez de marcher sur la tête d'un chef coutumier qu'on considère que c'est lui qui est pratiquement le gourou qui donne la bénédiction dans le contrée. Et donc, vous ne pouvez pas faire votre projet sur un puisque tel ça site, risque d'échouer. par exemple. On a eu Non des seulement échos. que ça risque d'échouer, vous risquez de rentrer sur les terrains et vous rencontrez les serpents ou soit les abeilles et vous n'avez pas la possibilité de travailler lorsque vous n'avez pas encore reçu le quitus des propriétaires. C'est pourquoi la consultation du public est très très importante. Surtout qu'on est en avant, Afrique. et non seulement qu'on est en Afrique, donc il y a vraiment beaucoup de réalité, madame. Donc Oui. c'est parmi la partie la plus importante même de l'étude d'impact environnemental. Et donc, lorsque nous avons toutes ces informations là-bas, et nous les récoltons, et nous allons les coucher maintenant sous forme de rapport de l'étude. Donc, voilà un peu sommairement ce que nous faisons sur les Mais terrains. vous pouvez aussi dire des choses qui ne sont que en faveur de votre client. Non. Et Excusez-moi, madame, pour ne pas vous couper la parole. Oui. Parce que la loi même demande que lorsque vous renseignez des fausses informations qui ne sont pas contenues dans les travaux ou qui ne se trouvent pas dans la zone d'insertion du projet, on peut vous récupérer l'agrément. Et cela va aussi de soi, de notre crédibilité et même de la déontologie environnementale. Donc je ne peux pas renseigner des informations pour plaire à mon client. Non. Nous donnons des informations vraies que nous avons trouvées sur les sites parce qu'en réalité, il y a aussi une partie réservée à l'État congolais qui consiste au suivi et évaluation de l'étude. Donc en réalité, nous sommes aussi contrôlés. Donc l'État vient vérifier si ce que nous avons renseigné dans notre étude est conforme. Est-ce qu'il Et vient s'il trouve- réellement? Bon, ça, ce n'est plus Et notre travail. toujours. Ça, c'est plus notre travail. Mais je suppose que, comme l'étude demande à ce que cette partie-là soit suivie, je crois que ça va de soi qu'il puisse le faire. Est-ce que vous avez aussi eu des situations ou des cas où vous menez l'étude et l'étude n'est pas concluante? Vous conseillez à votre client tout simplement d'abandonner le projet à cet endroit ou tel autre parce que l'étude Nous en n'est avons pas déjà concluante. fait Est-ce que vous 4 avez... dans notre actif. Ok. 4 projets que nous avons trouvé que ça ne peut pas, techniquement, vous ne pouvez pas mener le projet ici sur base des indicateurs de performance que nous avons trouvés et qui, dans les jours à venir, peuvent vous causer du tort. Et c'était dans quel Notamment, domaine? dans les domaines des infrastructures, construction de routes et construction de microcentrales hydroélectriques. Parce que nous avons trouvé que, par exemple, la roche-mère sur laquelle le substrat ou l'ouvrage devrait être assis était une roche qui était pratiquement sur une zone glissante. Alors, lorsque vous êtes sur une sol argileux, vous ne pouvez pas conseiller à ce qu'un investisseur vienne déposer de son argent, parce que vous savez que dans les jours qui viennent, il peut y avoir éboulement, il peut y avoir glissement, parce que vous déposez énormément de charges sur ces sols-là, qui n'est pas tout à fait solide pour pouvoir maintenir 10 ans, 20 ans, 30 ans cet ouvrage-là. Mais Et donc, dans les jours à venir, il peut y avoir glissement et l'investissement va partir comme ça. Et justement, dans ces cas-là, vous donnez un cas de figure qui concerne le danger qui guette l'investissement du client. Et ce sont les impacts négatifs. Négatifs. Ouais. Oui, mais il y a aussi, souvent, il y a des cas où les dangers, ils guettent plutôt les communautés et pas l'investissement en soi. Est-ce que ce cas-là, vous l'avez aussi déjà C'est des cas identifié? qu'on retrouve très souvent dans les secteurs miniers. Mais maintenant, dans les secteurs miniers, on ne fait pas une étude d'impact environnemental seulement, mais on fait ce que nous appelons un plan d'action et de réinstallation. C'est-à-dire, lorsque nous trouvons que dans ces milieux, il y a une forte activité, par exemple, des rayonnements infrarouges ou des ultraviolets qui ressort par rapport à l'utilisation ou à l'exploitation de l'uranium, par exemple. Vous devrez déplacer cette population pour les amener dans un environnement qui soit un peu plus potable, très éloigné de ces rayonnements-là. Alors, en ces moments-là, nous serons obligés de faire une autre étude que nous appelons, comme je viens de le dire tout à l'heure, un plan d'action et de réinstallation. C'est-à-dire, nous déplaçons la population de leur milieu naturel de vie pour les déplacer à un autre milieu. Et en ces moments-là, nous serons obligés de trouver un site qui soit plus potable, où toutes les conditions sont réunies pour que ces personnes là-bas ne se trouvent pas dans une condition difficile. Notamment, il faut qu'il y ait
de l'eau potable, il faut qu'il y ait plus de verdure, il faut qu'il y ait un environnement où ils ont la facilité de faire leur champ, la cueillette, etc. Est-ce que la population a un mot à dire si elle ne veut pas, par exemple, se déplacer? Si la population ne veut pas se déplacer, je prends un exemple. Vous savez qu'à Kolwezi, la ville de Kolwezi est assise sur des gisements miniers très très importants. Mais aujourd'hui, on ne sait pas le déplacer. Il y a des quartiers même à Kolwezi, dans votre propre parcelle, vous creusez comme ça et vous êtes en face du cuivre. Mais on leur demande de se déplacer, ils ne veulent pas. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Parce que les gens s'y sont déjà installés. Mais si l'État trouve que dans l'essence d'apporter du revenu probant pour l'État et qu'on veut vous déplacer, On va vous exproprier. on va vous exproprier. On vous dit, bon, écoutez, on évalue votre investissement, votre parcelle, ce que ça a coûté, et on vous propose un autre endroit pour permettre à ce que cet endroit-là soit exploité pour les biens publics. Dans ces cas, quand c'est l'État qui intervient, vous n'avez plus trop des marges des manœuvres. Non seulement vous n'avez pas trop de marge de manœuvre, il faut que ça soit pour l'intérêt de la population. Normalement, il faut que ça soit pour l'intérêt de la population. Mais lorsque ça ne rentre pas dans l'intérêt de la population, et que si c'est un particulier qui arrive, là, c'est des grandes négociations. Mais généralement, nous, en tant qu'experts, nous sollicitons à ce que l'endroit que vous voulez insérer ces personnes là-bas soit vraiment un endroit très, très potable qui réponde aux critères de normes vraiment très valables de la vie. Et d'ailleurs, nous avons déjà fait ces genres d'études pour 2 ou 3 entreprises où il y a eu déplacement des populations des villages. Et ces entreprises là-bas, ils ont eu quand même à construire des écoles, des centres de santé, et on leur a donné quand même des infrastructures minimum pour que les villages soient un peu beaucoup plus assainis. Avec cette histoire de contrat social, vous savez que des clauses sociales entre les entreprises et les communautés, il y a beaucoup à dire. Beaucoup à dire, madame. Il y a vraiment beaucoup à dire. Beaucoup à dire. Vous savez, l'équilibre n'est pas tout à fait réel. Parce que généralement, ces entreprises, ce sont des entreprises commerciales. Lui, quand il vient, c'est pour tirer ses propres intérêts. C'est ce qui compte le plus. Alors, ce qu'il pourra faire, il va vous dire que non, il paye ses impôts. Donc, il y a une part de manœuvre qui revient. Mais on remarque aussi que les engagements qu'ils ont pris, en tout cas dans la plupart des cas, c'est pas ce qui est vraiment réalisé. Mais ça, c'est le manque de l'autorité de l'État. Exactement. Ça, c'est le manque de l'autorité de l'État. Ça ne dépend revient à l'État. Non, ça, c'est pas vous, naturellement. Il revient peut-être à l'État pas peut-être, mais il revient à l'État de suivre réellement que les engagements soient respectés. Alors, Monsieur Nzamba, je pense que on a parlé de tout, mais on n'est pas revenu spécifiquement ou on n'a pas répondu spécifiquement à la principale question de l'émission qui est l'importance des études environnementales. C'est quoi l'importance de mener d'abord les études avant de faire toute autre chose dans n'importe quel domaine en termes d'entreprise ou de société? Merci beaucoup pour la question. Et aussi les conséquences qui s'en suivent quand on ne le fait pas. Merci beaucoup pour la question, encore une fois de plus. Donc, je dirais ceci. Les études d'impact environnemental sont très importantes dans tous les secteurs de la vie. Je vous ai dit d'entrée de cette émission qu'une étude a pour objectif principal d'analyser. Non seulement analyser, de proposer et d'identifier les différents impacts que peut générer une quelconque activité. Voilà l'importance des études. Et nous les faisons pourquoi? C'est pour que lorsque vous êtes en train de faire votre activité, que l'incidence environnementale ne soit pas majeure. Et donc, nous, notre travail... Parce que le risque zéro n'existe pas en réalité. C'est pourquoi j'ai dit que nous vous donnons juste des mesures, soit d'atténuer, soit de minimiser, ou soit de réduire l'incidence environnementale sur votre activité. C'est ça l'objectif primordial et l'importance des études. Je vous donne un exemple. Nous sommes dans la ville-province de Kinshasa. Nous construisons comme nous voulons. Et vous savez, la conséquence, c'est quoi? C'est que quand il pleut, la ville est inondée. Et nous sommes sous les eaux. Voilà la conséquence.
Et quand nous sommes inondés avec les différents eaux que vous connaissez là, ça amène les moustiques, ça amène les maladies, et c'est la population qui en pâtit. Quand vous construisez, je prends un exemple. Même pour la personne qui construit sa maison, sa propre juste maison. la maison d'habitation. Même sa propre maison d'habitation. Madame, je vous donne un exemple. Vous pouvez faire un cas. La majorité des maisons, ou je dirais 80% des parcelles dans la ville de Kinshasa sont asphaltées, ou soit dallées. Chaque personne veut à ce que sa maison soit propre. Quand on entre, on trouve c'est vraiment bien dallé. Mais c'est une incidence environnementale majeure défavorable. Dans les parcelles, les cours des parcelles notamment. Dans tous les cours des parcelles, c'est vraiment très négatif. Regardez le palais du peuple. Presque c'est asphalté partout. Mais quand il pleut, circulez tout autour du palais du peuple, qu'est-ce que vous constatez? L'eau ne sait pas comment s'infiltrer. Et il reste au-dessus. Mais est-ce que c'est vraiment ça le problème? Parce qu'ailleurs, nous remarquons aussi dans d'autres pays développés où très moins. Il y a très moins. Quand même suffisamment de... Les gens préfèrent plus des espaces verts que les espaces couverts. Parce que quand vous pouvez, tout est étudié. Et c'est ça, en fait, notre rapport. Mais lorsque vous ne prenez pas ça en considération et que vous laissez, la conséquence, justement, c'est parmi les causes principales des inondations, particulièrement pour la ville-province de Kinshasa. Ok, donc dans la plupart des cas, je pense que c'est aussi un problème d'entretien, parce que c'est plus facile d'entretenir un espace qui est pavé, dallé, plutôt qu'un espace Mais vert. ça vous détruit, madame. Est-ce que vous le savez? Je vous donne un exemple. Je ne vous conseillerais pas tout le temps de dépaver la parcelle, parce que les soleils ici que Dieu nous a donnés émet un certain nombre de rayonnements tout naturellement. Les rayons responsables de la chaleur, c'est les rayons ultra violets. Non, les infrarouges, excusez-moi. C'est les infrarouges. C'est ça les rayons responsables de la chaleur. Et lorsqu'il est mis sur la terre et que la terre ne sait pas l'absorber, il est frappé sur les sols, sur les pavés, et il réfléchit. Nous, techniquement, nous appelons ça un effet albédo. Et donc, cette chaleur qui devrait être absorbée par l'environnement, par l'herbe, par le sol, rentre dans la nature. Il frappe les murs, et ce qui fait que quand vous dormez le soir, vous sentez que vous êtes en train d'asphyxier parce que la chaleur est intense. Pourquoi? C'est simplement à cause de votre dispositif que vous avez mis dans la parcelle, que vous considérez que ces dispositifs-là vous donnent la possibilité d'entretenir, de nettoyer. Par contre, ils vous nuisent. Et plus vous avez une chaleur qui vous atteint naturellement dans le corps à un degré beaucoup plus supérieur, ça vous affaiblit. Et ça vous rend faible dans le corps. Et vous vous réveillez le matin, vous sentez que le corps, ça ne va pas, simplement parce que vous avez très mal entretenu votre environnement. Et moi, en tant que technicien, je ne vous conseillerais pas de faire cela. Par contre, je conseillerais à ce que dans votre parcelle, que vous puissiez avoir un dispositif, un jardin, où vous avez de la verdure, de manière à ce que lorsque ces rayonnements arrivent dans votre parcelle, qu'ils soient directement absorbés par la verdure qui se trouve tout autour, parce que c'est ce qui crée au fait l'équilibre climatique. Parce que Dieu a créé en sorte que quand ces rayonnements arrivent, il est absorbé par la verdure, et la verdure nous donne l'oxygène, et c'est ce qui crée l'équilibre entre vous et la nature. Donc nous nous donnons le CO2, et lui nous donne l'oxygène, et nous respirons en paix. Mais lorsque tout cet espace-là est couvert, et donc voilà, vous êtes en train de vous autodétruire vous-même. Et donc vous n'avancez pas, et ça constitue un grand défaut pour votre propre vie. Voilà le pourquoi les études d'impact environnemental doivent être menées pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous orienter, et plus particulièrement, surtout pour les entreprises. Parce que ce sont eux qui sont en première position les grands pollueurs, en grande partie. Parce que les activités qu'ils mènent est un peu beaucoup plus pondérant par rapport à ce que nous faisons dans les maisons, et ainsi de suite. Voilà. Et c'est quoi justement les conséquences pour ces grandes entreprises quand elles ne font pas précéder leurs activités par ces études-là d'impact précisément environnemental et social? Pour les entreprises notamment, les conséquences, comme je viens de les citer un peu d'une manière ramassée, ça dépend d'une activité à une autre. Bon, par exemple, je prends ici à Kinshasa, par exemple, notre pays, c'est un peu plus la commune délimitée qui regorge un grand nombre des entreprises.
Vous remarquerez que quand vous êtes à Kinshasa, à Limité, il ne manque pas de pleuvoir. Hein. Pourquoi? Simplement parce qu'ils sont dans une zone considérée comme une zone industrielle. Et dans cette zone industrielle, les gaz qui sont en train de sortir, tout le temps, forment au-dessus de nous ce que nous appelons les cumulonimbus, c'est-à-dire les nuages qui sont responsables de la pluie. Mais et dans cette zone-là... Allez-y. Une concentration d'autant d'entreprises dans une zone qui est aussi tellement habitée, je comprends que ces entreprises se sont installées pour la plupart avant 2012, avant que cette mesure ne soit mise en application et qu'il n'y a pas eu d'études qui ont été faites. Non, madame. Ça, c'est l'inverse par contre. La commune de Limité, depuis qu'elle a été construite, c'était une commune industrielle du côté, quand vous allez vers l'aéroport, donc du côté gauche, quand vous montez du côté droite. Cette zone-là a été exclusivement réservée comme la zone industrielle. Par contre, les habitants qui arrivent maintenant là ne sont pas, normalement, ils ne devraient pas habiter cette zone-là. Parce que c'était une zone réservée exclusivement pour l'industrie. Mais la proximité, quand même, aussi, n'est pas si... Non, ça a été étudié. Avec déjà, la partie résidentielle. Avec la partie résidentielle. C'est pas si loin. C'est pas tellement si loin, mais parce que aussi, les industries qui étaient normalement censées couvrir la partie industrielle, c'était pas de grandes industries des pollutions aussi, comment dirais-je, d'une importance aussi crielle, parce que nous étions déjà dans une ville. Et vous verrez que le Belge, à l'époque, avait réservé la commune de Maluku, où on a construit la sidérurgie de Maluku, où il était considéré comme une zone beaucoup plus importante dans les différents types de pollution. Mais en vrai, la commune délimitée, la partie industrielle, il ne devrait pas y avoir des habitations comme nous en avons aujourd'hui. En fait, en réalité, beaucoup de monde les habitants ont envahi simplement, c'est aussi une faiblesse de notre État. Vraiment, c'est une faiblesse que nous devrons décrire. Normalement, les gens qui habitent cette partie de Limité ne devraient pas se plaindre parce qu'en réalité, cette partie a été réservée exclusivement pour les industries. Mais ils n'ont pas non plus été protégés par l'État qui peut utiliser son autorité et la force notamment pour faire beaucoup de politiques manquent dans notre pays. Les lois. Alors, vraiment, nous sommes déjà en train de chuter parce que c'est déjà la fin pratiquement de l'émission. Je pense que les sujets étaient très intéressants, en tout cas pour moi-même aussi, puisque ça a permis de parcourir plusieurs domaines à la fois et de savoir c'est quoi justement l'importance de faire ces études-là et les conséquences qui pourraient en découler si on ne les fait pas. Alors, avant de nous séparer, peut-être un dernier mot? Je voulais dire que je conseillerais à toutes les entreprises, disons à toutes les installations classées qui n'ont pas encore élaboré leurs études d'impact environnemental, de nous consulter, nous, le bureau d'études Le Vert RDC, pour les accompagner. Nous pouvons les accompagner aussi dans les conseils. Nous sommes aussi un cabinet conseil en environnement. Et donc, nous sommes là pour aider toute institution, toute entreprise, qu'il soit petite, micro ou moyenne entreprise ou grande entreprise, nous sommes là pour vous aider à vous accompagner dans la gestion rationnelle de votre environnement, de votre activité qui peut générer des impacts positifs comme négatifs sur l'environnement. Et donc, nous sommes disponibles à vous accompagner et nous sommes ouverts sur notre site internet www.levertrdc.org ou nous appeler directement au 0421 97 00 004 ou on peut aussi nous écrire par mail à info au pluriel @levertrdc.org. Et donc voilà un peu le mot de la fin. Sinon, nous sommes vraiment très disponibles à vous accompagner. Merci beaucoup, Monsieur Alain Samba Moussanji. Il est donc le directeur gérant de la société ou l'entreprise Les Verts RDC. C'est un cabinet d'études qui s'occupe justement à mener des études autour de cette question, cette thématique que nous avons abordée aujourd'hui, les études d'impact environnemental et social
ou études environnementales tout court, parce que il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Alors, merci beaucoup à vous tous qui avez été nombreux à nous suivre et je pense que chacun a pu avoir quelque chose. Et nous disons merci à Patrick Mongongo qui nous a permis de vous atteindre à travers YouTube. Merci à Miguel Mena qui coordonne cette émission et nous vous disons au revoir à mercredi prochain. Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, le changement climatique, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 53 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi.